Salam alaikum, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Le 6 octobre 1975, la Cour de la Haye rendait son avis consultatif en reconnaissant que le Sahara marocain n'était pas un territoire sans maître avant la colonisation. Elle confirme l'existence de liens juridiques et d'allégeance entre les sultans du Maroc et les tribus sahraouis. Qu'en est-il du Sahara que l'on appelle algérien ? Alors, nul besoin de vous rappeler que le Sahara oriental marocain est gardé illégitimement par l'Algérie depuis son indépendance. Les Algériens ont mobilisé depuis 1975 des lobbies, des médias étrangers, leurs médias, pour nuire à notre intégrité territoriale. Pour eux, toutes les actions, tous les moyens, tous les stratagèmes sont bons pour arriver à leur fin. Ils n'ont qu'un but, en fait, c'est dérober notre Sahara et profiter de sa façade atlantique. Ils ne l'auront jamais, ça c'est une certitude. Et comme l'a dit Sa Majesté Mohamed VI, Allah Ensro, le Maroc restera dans son Sahara et le Sahara demeurera dans son Maroc jusqu'à la fin des temps. En revanche, le Sahara algérien n'appartient pas à l'Algérie. Ces millions de kilomètres carrés de sable, de pierre, n'avaient pas pour vocation d'appartenir à cette future Algérie française. De Gaulle va être très très ferme sur ce sujet. Il a même parlé d'une invention française, car ce sont les ingénieurs français qui ont découvert des gisements de gaz et de pétrole. Donc les Algériens n'ont rien à faire au Sahara, car ce territoire était peuplé de nomades et c'était une terra nullius. Ils osent nous agresser en soutenant que notre Sahara n'est pas nôtre, alors qu'ils sont les seuls à occuper une terre qui ne leur appartient pas. Il est temps, je pense, de leur jeter à la figure cette vérité. Le Sahara qu'ils appellent algérien n'est pas algérien. Jusqu'au début du XXe siècle, le Sahara était indépendant de l'Algérie française. Les Français ont créé ces territoires du Sud. D'ailleurs, toute cette zone sera sous administration militaire et elle sera dotée d'un budget totalement indépendant de celui de l'Algérie, et ce jusqu'en 1957. Il aura ensuite un statut départemental et c'est une organisation qui va être créée, elle s'appellera le CRS. Et cette organisation est chargée en fait de mettre en valeur et de développer le Sahara. D'ailleurs, les dirigeants ont la volonté d'asseoir les pays voisins comme le Maroc et la Tunisie à cette gestion qui devait être assurée par la vente d'hydrocarbures sahariens. Donc vous comprenez aisément donc, que derrière toutes ces décisions, ils avaient la volonté à la fois économique et politique de garder le Sahara non algérien. Alors bien sûr, ils avaient envisagé l'indépendance de cette future Algérie, mais jamais ils ont eu l'idée ou la volonté en fait de céder le Sahara, qui historiquement n'appartient pas à ce futur pays. Ce n'est qu'en 1959 que De Gaulle parlera enfin d'Algérie algérienne. D'ailleurs, il avait mis en place un plan qu'on appelle c'est un plan de construction qu'on a appelé le plan de Constantine, parce que il a pensé que les Algériens pouvaient rester français, qu'ils avaient en fait juste besoin de se développer car ils étaient économiquement très en retard sur la métropole. Donc il va mettre en place ce plan Constantine en 1958. Et en fait, ce plan visait en fait à revaloriser l'ensemble des ressources de l'Algérie. Mais il était surtout, et c'est ça, c'est le génie de Gaulle, il visait en fait à affaiblir politiquement le FLN. Ce plan a été conçu par un ancien ministre de la 4e République, un certain François Mitterrand, qui sera bien plus tard président de la République, de la 5e République. Donc De Gaulle décide de transformer cette Algérie française pour nuire aux indépendantistes. C'est un plan qui devait être établi sur 5 ans
Il préconisait en fait la création de 400 000 emplois, la construction d'1 million d'appartements. Il prévoyait d'intégrer des Français musulmans, donc 10% dans la fonction publique. Et il parle bien là de Français musulmans. À aucun moment on parle d'Algériens parce que les Algériens n'existaient pas. 2 tiers de filles et de garçons devaient être scolarisés. Et il va proposer un alignement des salaires sur la métropole. Il attribue également des terres agricoles aux Français musulmans. Bon, on se demande bien pourquoi, parce que vu ce qu'ils ont fait de leur pays, c'est comme donner du caviar au cochon. Qui va mettre en place ce plan Constantine? Alors c'est un certain Paul de Louvrier, c'est un civil, un haut fonctionnaire. Il sera aidé par un grand général, le général Chasles, donc retenez bien ce nom. Ce général, en fait, va écraser les maquisards et les affaiblir fortement. C'est d'ailleurs ce qui va permettre à la France, en fait, d'avoir le dessus sur les Algériens et de renégocier, plutôt de négocier sereinement les accords d'Évian. Alors, ce de Louvrier sera secondé par un Algérien, Salah Bouakwir. Donc, c'est un polytechnicien très brillant. Il sera nommé secrétaire général adjoint chargé des affaires économiques. Il avait un brillant avenir en France. Donc ce Salah Bouakwir est en fait un traître. Quand et comment a-t-il trahi les Algériens? C'est très simple. Pendant la guerre, il était très difficile pour la France d'acheminer le pétrole et le gaz jusqu'à un port de la Méditerranée. Donc la France ne pouvait pas en fait et n'avait pas les moyens de surveiller 600 km d'oléoducs et de gazoducs. Donc toutes ces installations étaient à la merci d'un sabotage. Donc l'ANL a considéré que le Sahara faisait partie intégrante de la future Algérie dès qu'ils ont appris que le sous-sol était riche en pétrole et en gaz. Et ils ont tout de suite décidé de s'opposer à son exploitation. Donc ils vont commencer par agresser des prospecteurs, puis ensuite ils vont, quelque temps après, mettre le feu à un dépôt qui va brûler pendant 10 jours, et puis curieusement, plus rien. Voilà, plus rien, les Français vont continuer à exporter du gaz. Alors que s'est-il passé? Les compagnies pétrolières, avec bien sûr l'accord du gouvernement français, ont arrosé les rebelles en échange donc de cette grosse somme d'argent, je vais dire faramineuse, que c'était vraiment des millions et des millions. Et ben les rebelles ont décidé de ne pas s'attaquer aux oléoducs et gazoducs. Ces négociations vont avoir lieu à Tunis, le siège du GPRA. Qui va mener les négociations? Ce fameux Salah Bouakwir. Et une fois que l'argent est versé, eh ben, la France peut tranquillement vendre son pétrole, l'exploiter. Elle massacre les Algériens, elle les torture, elle viole des femmes. Et contre une grosse somme d'argent, eh ben, les rebelles, ce Salah Bouakwir, le FLN, acceptent ce deal. Décidément, la traîtrise est partout en Algérie. Alors, on pointe du doigt les harkis, mais les rebelles, les moudjahids, les chouhada, ont accepté de l'argent du gouvernement français ils ont accepté de l'argent. Alors certes, ils ont peut-être acheté des armes, il n'y a pas de souci, mais ils ont accepté que le pays colonisateur, le pays qui massacre leurs compatriotes, continue d'exploiter des gisements qui soi-disant leur appartiennent en échange d'une grosse somme, et eux se font de l'argent sur leur dos et massacrent les leurs, et ça ne pose aucun problème à ces rebelles, ces futurs chouhadas.
En résumé, ils sont prêts à vendre père, mère, enfant pour de l'argent. Donc je comprends mieux pourquoi ce pays coule actuellement, pourquoi c'est une économie rentière. Il n'y a que ce qui rentre qui compte et ce qui rentre tout de suite. Une vision à long terme ne peut pas être possible quand vous avez des traîtres au pouvoir, des traîtres chouada, des traîtres. C'est vraiment un pays, moi, qui. J'arrive, en étudiant leur histoire, à être encore choquée. Donc revenons à ce Salah Bouakwir. Il va mourir en mer, vers le Club des Pins. Ce polytechnicien ne sait pas bien nager, mais il va quand même se baigner en mer, bizarrement. Donc on comprend bien qu'il a été assassiné. L'autopsie sera refusée. Alors certains accuseront le gouvernement, les services français de l'avoir assassiné, ce qui est peu probable parce qu'il avait un bel avenir en France. Ce n'était pas l'avis du président Boudiaf, qui lui connaissait personnellement Salah Bouakwir. Et selon ses dires, il se rappelle de lui comme d'un traître à la nation. Et un jour, en longeant une grande avenue, alors sincèrement, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que c'est à Alger. Il a eu la désagréable surprise, c'est ainsi qu'il a narré cette fâcheuse découverte. Il a constaté que cette célèbre artère portait le nom de Salah Bouakwir. Illico, il a procédé à sa débaptisation en lui donnant le nom de Krim Belkacem. Qui lui, alors Krim Belkacem a négocié les accords d'Évian, donc il a réhabilité cet ancien dirigeant historique, qui a été banni par le régime de Boumedienne. Alors si je comprends bien, Krim Belkacem était un traître pour Boumedienne. Salah Bouakwir est un traître, considéré comme un traître par Boudiaf. Ben Bella était considéré comme un traître par Boumedienne. Bouteflika est considéré comme un traître par Gaïd Salah. Gaïd Salah est considéré comme un traître par la nation. Ils ont trahi le Maroc. Les Harkis ont trahi leur pays. Alors, attendez, il y a un autre traître. Quel est donc ce traître? Donc en un mot, la traîtrise coule dans les veines des Algériens. Là, on a une preuve flagrante. Pour revenir à Krim Belkacem, en fait, il sera assassiné en Allemagne. Était très mécontent de ce qui se passait en Algérie après le coup d'État de Boumedienne, où il avait remplacé Ben Bella. Et pour lui, il estimait que les accords d'Évian n'avaient pas été respectés. Revenons au plan Constantine, c'est un échec. De Gaulle comprend très vite que l'indépendance de cette Algérie française est inévitable. Lui, il n'a qu'un objectif, c'est de passer la France du statut d'importateur de pétrole à celui d'exportateur. Il faut absolument garder le contrôle des hydrocarbures algériens. D'ailleurs, il arrivera à ses fins avec les accords d'Évian. Il sait que la poursuite de la guerre est inévitable. Donc malgré ses discours sur cette future Algérie française indépendante, il ne veut pas perdre sa poule aux œufs d'or, et devrais-je dire plutôt sa mine d'or noire. Il veut faire du Sahara une entité juridiquement autonome de l'Algérie. Ce serait une base arrière militaire et une terre pétrolière. Ce n'est qu'en septembre 1959 que De Gaulle parle pour la première fois de référendum, mais en réalité, comme je vous l'ai dit, ses discours sont à l'opposé de ce qu'il fait sur le terrain. Il a d'autres projets. Les affrontements perdurent, l'armée française est de plus en plus offensive. Alors est-ce que De Gaulle a menti ? Effectivement, il a une stratégie militaire, c'est d'affaiblir le maquis algérien pour pouvoir débuter sereinement les accords d'Évian et imposer en fait ses volontés. Donc il a en sa possession une véritable machine de guerre
c'est le général Schall. Ils vont mettre en place le plan Schall. Donc c'est en fait le plan Schall, c'est un véritable rouleau compresseur, au dire des historiens. Cette stratégie va être très payante. Donc en fait le général Schall, c'est le général d'armée aérienne qui déclenche une grosse opération. En fait, l'objectif est bien sûr d'anéantir l'ALN en l'empêchant en fait de se fixer sur des territoires particuliers. Et ils vont créer des commandos qui vont être composés de supplétifs. Alors les supplétifs, ce sont les harkis algériens, c'est ainsi qu'ils les appellent. Donc ce plan Schall porte un coup sévère à l'ANL en démantelant ses unités et puis en réduisant ses effectifs. Le général Schall va traiter De Gaulle de traître parce que lui considère que la guerre est gagnée par les armes et ils auraient pu la gagner. Et le général De Gaulle, lui, croit plutôt en une négociation politique. Et voilà, ça va être leur premier désaccord. D'ailleurs, il va travailler dans la clandestinité ensuite. Le 10 juin 1960, une délégation du FLN atterrit secrètement à Paris. Ils vont se rendre à l'Élysée. De Gaulle les reçoit. Mais finalement, ce voyage ne servira à rien parce qu'il y a eu pas mal de désaccords au sein même du FLN. Il va ensuite lancer un appel au GPRA. Cet appel sera officiel. Donc une délégation sera dépêchée par le GPRA pour préparer la visite de Ferhat Abbas. Les négociations échoueront car le FLN veut une indépendance totale et De Gaulle lui veut imposer un cessez-le-feu préalable à toute négociation. Pour lui, le Sahara est français et il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'est pas algérien, il ne l'a jamais été. Il n'y a jamais eu d'Algériens au Sahara et ils n'ont aucun droit historique sur ce territoire. C'est la France qui a développé l'exploitation pétrolière. De plus, De Gaulle veut faire de la France une puissance à la fois énergétique et nucléaire. C'est également la France qui a rattaché administrativement le Sahara au département algérien. Donc pour lui, les Lascars, c'est ainsi qu'il appelle les Algériens, n'ont rien à faire au Sahara. Donc petite définition très rapide des Lascars, c'est un individu qui vit de petits larcins. Donc je trouve que cette définition est assez juste. Généralement, ce petit Lascar ne va guère très loin. Donc finalement, De Gaulle va céder le Sahara, mais va conserver tous les avantages, et c'est là son génie. Alors le Sahara sera algérien. En contrepartie, les Algériens vont accorder des facilités particulières aux compagnies pétrolières françaises, et ils vont autoriser bien évidemment la France à poursuivre ses essais nucléaires. Donc à Évian, d'Algérie signe ces accords. Elle devient d'une certaine façon le propriétaire des richesses pétrolières, mais c'est la France qui possède le réel pouvoir de gestion. Les accords d'Évian en fait sont totalement favorables à la France. Les accords d'Évian, c'est avant tout l'exploitation pour la France de ces hydrocarbures. Elle ne peut plus plutôt devenir onéreuse en raison d'une fiscalité qui va être appliquée. L'Algérie doit favoriser les sociétés françaises, donc toutes les compagnies qui ont un droit de propriété de sol ou de sous-sol, dès lors qu'elles ont une concession. Et on comprend aisément qu'en fait la manne pétrolière reste aux mains des Français. De Gaulle a donc conservé ses bases militaires. Le plus important pour lui, c'était d'expérimenter ses essais nucléaires, de devenir une puissance militaire, de faire partie de ce petit club fermé. Les premiers essais sont réalisés à Regan. Ça va être une bombe, ils appellent ça des essais atmosphériques. Ensuite, ils vont tirer des gerboises. Et le plus scandaleux, c'est qu'ils vont utiliser 150 prisonniers algériens comme cobayes. Dans ces accords d'Évian, il y a des clauses secrètes
D'ailleurs, Bouteflika, ministre des Affaires étrangères, donc j'ai l'impression qu'il a été ministre des Affaires étrangères toute sa vie et président toute sa vie aussi. Donc, n'était pas au courant de ces clauses, donc pour vous dire à quel point elles étaient secrètes. La France conservait ses bases militaires au Sahara, et la base la plus secrète était une qui était proche de la frontière marocaine. Elle est connue sous le nom de Bédenamous, et c'est la dernière base militaire connue à avoir été testée, en fait, utilisée plutôt par la France. Ils ont quitté cette base en 86. La France a quitté l'Algérie en 86 et pas en 62, en 86. C'est assez choquant. Les sites étaient protégés par l'armée algérienne pour permettre en fait un meilleur camouflage de ces activités. En contrepartie, les Algériens avaient des compensations financières et militaires. Donc ça a été renégocié plusieurs fois et ils ont pu ainsi tester leur gaz chimique avec le gaz sarin, le gaz moutarde. Résumons un peu, des tests chimiques, des tests nucléaires, atmosphériques, souterrains. Donc les Algériens ne se préoccupent pas du sort et de la santé des Sahraouis qui vivent dans ce soi-disant Sahara algérien. En revanche, ils soutiennent, ils arment, ils financent et ils abritent une entité terroriste pour nuire au Maroc. Quelle belle hypocrisie! Donc l'Algérie a fermé les yeux sur le sort des Harkis aussi, abandonnés par la France. La France n'en voulait pas. Et ils ont été massacrés par des Algériens. Donc pour de l'argent et leur intérêt, ils sont prêts à tout. Ils sont même prêts à grossir les chiffres de leurs chouhada. Donc moi, dans la précédente vidéo, je vous expliquais que pour moi, il n'y a pas de chouhada. Pourquoi l'Algérie grossit-elle le chiffre de chouhada? C'est surtout pour pouvoir renégocier tous les 5 ans, avec le nouveau président, renégocier en fait les contrats. Et plus on grossit le chiffre, parce que c'est là dernièrement, c'est arrivé à 8 millions, c'est les seuls chouhada, c'est les seuls morts en fait qui font des petits. On est passé de 250 000 à 1,5 million et 8 millions. Peut-être que dans 10 ans, ils seront 30 millions. Donc, ça leur permet donc de mieux renégocier les contrats avec la France. Tous les 5 ans, on a le droit à la repentance. Ils aiment aller pleurer dans les bras de Mama França. Apparemment, c'est très efficace. Alors, le peuple demande des visas, on étouffe. Le gouvernement pleure des chouhadas en carton, donc un peuple de chouineuses. Leur Sahara n'est pas algérien. Ils colonisent des terres qui ne leur appartiennent pas. Et concernant Mama França, l'Algérie est passée du statut de maîtresse à celui de prostituée. Donc voilà, je pense avoir fait le tour du plan Constantine, du plan Chal, des accords d'Évian, de la traîtrise algérienne. Bien sûr, je pourrais passer des heures à vous dire d'autres choses, mais ça prendrait trop de temps, il faudrait faire une autre vidéo en fait. Toujours est-il, c'est que je voulais mettre en évidence que l'Algérie possède des terres qui ne lui appartiennent pas. Elle se permet de critiquer son voisin alors qu'elle lui a volé des terres. Un bonnet d'âne, ils ont un bonnet d'âne et ils se moquent du meilleur élève. Nous savons tous que dans une classe, les premiers de la classe sont toujours raillés, mais nous savons qu'ils vont très loin et nous savons où finissent les derniers au fond de la classe, ceux qui jettent des boulettes. Donc je suis fière du bon élève Maroc. Je souhaite à mon pays une grande réussite. Nous en prenons le chemin. Je souhaite à mes compatriotes une grande réussite dans leur vie professionnelle, privée, familiale. Je vous remercie de m'avoir soutenu, de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Portez-vous bien. Salam alaikum. Au revoir.